Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver en avant la musique. Alors aujourd'hui, on a intitulé ce podcast du changement dans la continuité. Un hommage à Georges Pompidou et au gaullisme des valeurs en France. Rien à voir, mais on espère que ce titre vous inspirera pour la suite de notre podcast. Oui, parce que bon, c'est pas toujours très simple de trouver un titre pour nos épisodes entre nos différentes rubriques, mais vous réfléchirez, finalement c'est pas si mal, hein, l'articulation. Et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, on ne s'est pas tapé dessus pour trouver le titre. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non, on progresse. C'est une bonne évolution. C'est une bonne évolution. On en parlera peut-être dans un futur podcast dans notre partie vie de couple, n'est-ce pas? Comment prendre des décisions en toute concertation commune, collaborative. Enfin voilà quoi. Allez, on commence cette rubrique Actu. Guillaume, comme d'habitude, c'est toi qui enchaîne. Alors aujourd'hui dans l'actu, je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est un sujet qui sent le sapin, puisque je vais revenir sur la polémique qui a eu lieu il y a... Bah oui, c'est de fait la polémique qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours maintenant, juste après l'enregistrement de notre précédent podcast en fait, puisque le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est Europe Écologie Les Verts, mais qui a été élu à la tête d'une coalition de gauche, a déclaré, je cite, « Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Paix-Berland. » Note de la rédaction, c'est la grande place de Bordeaux. « Je garde le souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. » Il a créé un tollé, puisque c'est une tradition qui existe depuis maintenant pas mal de temps, des années. Il a créé un tollé alors qu'en fait, cette phrase qu'il a dit tout à la fin d'une conférence de presse qui avait duré 1h30 avec des journalistes est la seule qui a attiré l'attention. Alors on peut dire que c'est un peu dommage effectivement que seule cette phrase sur l'ensemble de sa conférence de presse ait attiré l'attention. En même temps, quand on sait que l'arbre de Noël finalement ça fait partie des traditions qui sont ancrées, on aurait pu se dire, on aurait pu en tout cas espérer peut-être un peu plus de pédagogie dans la façon de l'amener, puisque fondamentalement, je pense qu'il n'a pas complètement tort sur toute la ligne de se dire que il faut changer nos façons de voir les choses. Il faut changer aussi la façon qu'on a de célébrer Noël, par exemple, avec des sapins, plutôt qu'un sapin jetable, un sapin renouvelable qu'on pourrait renouveler tous les ans avec peut-être une décoration différente. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de maires écolos qui ont été élus aux dernières élections municipales. On en a déjà parlé. Et en fait, on s'est rendu compte que la pédagogie, en tout cas dans mon esprit, n'est pas forcément leur fort, puisque certaines des décisions qui ont été prises n'étaient pas mauvaises fondamentalement, mais elles manquaient cruellement d'explications. Notamment le maire de Lyon et l'interdiction du Tour de France, notamment cette histoire de sapin de Noël qui a pris des proportions, mais enfin, c'est complètement surréaliste. Quand on parle d'un sapin de Noël, on est certes dans la tradition, mais il faut quand même aussi se dire que on pourrait, ça fait faire partie de la modernité de commencer à voir les choses un peu différemment. Bref, on souhaiterait en tout cas peut-être un peu plus de pédagogie à l'avenir sur ces décisions. Et puis, je relève que d'autres décisions prises par des maires écologiques sont par ailleurs excellentes, bien qu'elles bouleversent complètement le paysage urbain, notamment la décision qu'a pris il y a déjà plusieurs années de ça le maire de Grenoble, Éric Piolle, de supprimer toutes les publicités en centre-ville. Et aujourd'hui, quand on se balade dans le centre-ville de Grenoble, c'est quand même assez plaisant de ne pas être agressé tous les 5 mètres par un encart publicitaire qui bouge. Voilà, c'était la petite histoire de sapin d'aujourd'hui. En deuxième actualité, moins drôle, et puis qui relance encore une fois, qui rajoute un peu de piment, même si c'est pas le mot exact, en tout cas un peu de tension dans une campagne présidentielle américaine déjà, ma foi, fort compliquée. C'est le décès de la doyenne de la Cour suprême, la juge Ruth Bader Ginsburg, qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans à la suite d'une longue maladie. Alors, c'est une juge qui avait été nommée en 1997 par Bill Clinton à l'époque. Elle était déjà considérée comme progressiste. Ses principaux combats, avant qu'elle soit nommée, étaient en faveur des droits des femmes et
elle avait contribué énormément à la progression de ses droits, notamment sur des questions sociétales, de l'avortement, mais aussi du travail. Et puis, pendant son très long mandat, finalement, à la Cour suprême, elle a aussi été considérée comme extrêmement progressiste, puisque c'est elle qui a contribué notamment à l'évolution des droits et à l'adoption d'un mariage homosexuel sur l'ensemble du territoire américain. Ça, c'était il y a 5 ans maintenant, en 2015. Elle s'est aussi notamment illustrée sur les droits des minorités. Enfin bref, c'est une juge qui laissera un grand vide, et c'est surtout une occasion rêvée pour Donald Trump de nommer un nouveau juge à la Cour suprême. Et effectivement, c'est en fait plus que des tensions, ce décès de Ruth Ginsburg est finalement un marqueur. Ça a bouleversé la campagne en réalité. Absolument, puisque la Cour suprême est donc aux États-Unis, c'est l'organe qui tranche en gros tous les débats sociétaux que les chambres ou le Parlement ou le président n'arrivent pas à trancher eux-mêmes. La Cour suprême est composée de 9 juges. Il y a souvent au cours de l'histoire une forme d'équilibre entre les juges plutôt d'ascendance progressiste et les juges plutôt d'ascendance conservatrice. Avec plus ou moins un juge qui faisait un peu le swing entre les deux. Qui maintenait un peu le suspense. Vous savez, comme les scénaristes américains sont pas bons pour rien. Je veux dire, il y a une vraie histoire, il y a une vraie tradition aux États-Unis de ce suspense. Et là, il faut savoir que si Donald Trump va au bout de cette nomination, les juges conservateurs représenteront 6 postes contre 3 pour les juges progressistes. Il aura réussi quand même à nommer au cours de son mandat 3 juges, ce qui serait quand même du jamais vu depuis Nixon. Et surtout, il est quand même très probable que la prochaine élection, au vu des contestations d'ores et déjà pendant la campagne de Donald Trump sur le caractère... devant la Cour suprême. Voilà, se jouera certainement devant la Cour suprême. Et donc, le nouvel équilibre de la Cour suprême aura un impact important. Et il faut savoir qu'il a nommé des juges relativement jeunes, donc ils sont amenés à rester pendant encore de nombreuses années à leur poste, puisque c'est un poste à vie. Alors, il a nommé pour hier, nous étions hier le 27 septembre, et le 26 septembre, pardon, il a nommé Amy Coney Barrett, qui est une juge catholique originaire de Louisiane, mais qui officie en Floride. C'est une juge qui est plutôt réputée pour ses positions conservatrices, voire très conservatrices. Le Huffington Post, dans un article un peu provocateur, mais pas tout à fait inintéressant, rappelle qu'elle fait notamment partie d'un groupe chrétien proche du catholicisme qui s'appelle People of Praise, qui aurait inspiré l'écrivaine de The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, pour ceux qui connaissent. Oh, ça donne un bon petit ton quoi, sur la philosophie je de cette pense personne. qu'il y avait une volonté de provoquer de la part du Huffington Post. Après, elle est quand même réputée pour des positions conservatrices sur l'avortement, sur les droits des minorités, sur les droits des LGBT, mais également sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, sur l'Obamacare, le Affordable Care Act, qui était la mise en place d'une sécurité sociale à disposition de tous les Américains. Il semblerait qu'elle ne soit pas non plus en faveur de conserver cette disposition. Et il faut savoir que les conservateurs sont extrêmement bien organisés quand il s'agit des juges qui seront potentiellement nommés à la Cour suprême, et des juges d'ailleurs qui sont nommés dans les cours fédérales, puisque eux aussi font l'objet de nominations politiques. Ce sont en général des juges qui sont dans un mouvement d'application très rigoriste de la Constitution, c'est-à-dire tel que les pères fondateurs l'avaient pensé, mais sans prendre en compte l'évolution de la société. Là où, finalement, le rôle de la Cour suprême aux États-Unis, c'est d'appliquer l'esprit de la Constitution. Et ces juges-là, eux, vont plutôt appliquer la lettre. Donc, typiquement, à quoi avaient en tête les pères fondateurs, mais forcément à l'époque, par exemple, si on parle des droits des femmes ou des droits des LGBT ou d'un certain nombre de protections des minorités, naturellement ça n'existait pas. Et forcément, ces juges-là qui ont une approche très rigoriste, très littérale de la Constitution, et ben forcément ils ont une capacité à renverser les droits sociaux qui se sont progressivement construits aux États-Unis. Voilà, c'est donc quelque chose qu'on suivra avec attention et dont on vous reparlera probablement dans le prochain podcast et plus généralement de l'élection dans les prochains podcasts. La Minute Europe, Max.
Oui, alors Attention, on va essayer la Minute Europe. on va essayer de ne pas trop dépasser. Mais je voulais aujourd'hui vous parler de 2 discours importants au niveau de l'Union européenne. Tout d'abord, le discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 16 septembre. Et puis, par extension, le discours prononcé par Charles Michel, président du Conseil européen, devant l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre, donc il y a 2 jours. Alors, le discours sur l'état de l'Union, c'est un discours qui est prononcé chaque année en septembre par le président ou la présidente de la Commission européenne devant le Parlement européen, qui fait un état des lieux de l'Union européenne, à la fois en dressant le bilan des réalisations de l'année écoulée, mais aussi en présentant les priorités pour l'année à venir, et puis à un peu plus long terme, les défis que la Commission souhaiterait relever pour l'Europe. C'est important de noter que ce discours est suivi d'un débat avec les groupes parlementaires du Parlement européen, et donc il y a bien un dialogue ensuite sur ce qui a été énoncé comme priorité et la vision qu'en ont les groupes politiques au Parlement européen. Alors je souhaiterais simplement vous donner quelques éléments qui ont marqué son discours, et je vous invite, si vous avez le temps, peut-être à lire son discours qui est disponible en français. Encore heureux. Les priorités sont notamment de sortir plus fort de cette crise grâce au programme d'investissement Next Gen EU. Donc, comment réfléchir pour que la prochaine génération de l'Union européenne soit finalement vivre une Union européenne qui soit plus durable, plus sociale, et toujours en protégeant les valeurs qui font cette Union européenne. Et les citoyens. Elle a parlé d'une économie humaine qui nous protège, et notamment en proposant qu'on ait un salaire minimum dans toute l'Union européenne, parce que vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays n'ont pas de salaire minimum. Elle a parlé d'Europe de la santé. C'est quelque chose on en a parlé ici dans ce podcast. C'est une compétence qui n'existe pas au niveau de l'Union européenne, mais elle a proposé qu'on renforce finalement ou qu'on développe cette compétence, notamment en renforçant le centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union européenne et en créant une agence de la recherche médicale et biomédicale européenne. Une Europe plus durable, notamment en augmentant l'objectif de réduction des émissions de CO2 en 2030 à 55% au lieu de 40%, donc on est plus ambitieux. Un effort sur le numérique, avec notamment la création d'un cloud européen, les investissements dans les supercomputers européens, puisque aujourd'hui on voit que c'est des éléments très importants et que l'Europe est à la traîne face aux États-Unis et à la Chine notamment. Et puis la création d'une identité électronique sécurisée dans toute l'Union européenne, qui est un élément important effectivement pour pouvoir profiter de cette croissance numérique, mais en protégeant les droits des citoyens. Elle a aussi mis l'accent sur les valeurs à défendre dans le monde, notamment avec le soutien du multilatéralisme, la défense de la démocratie, et donc elle a notamment parlé bien sûr de la situation en Biélorussie, mais aussi dans l'Union européenne, où on voit que certaines valeurs, où l'état de droit n'est pas forcément respecté par tout le monde. Je souhaiterais mentionner son engagement contre les discriminations, et notamment pour renforcer les droits des personnes gays, lesbiennes, bi, trans, LGBTQI+. LGBTQI+, voilà. Et notamment, une phrase qui a marqué: si vous êtes parent dans un pays de l'Union européenne, bien sûr, vous êtes parent dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et donc, je crois que c'est quelque chose de fort. Il y aura donc un plan d'action pour protéger les droits des personnes LGBTQI qui va être présenté. C'est une très bonne chose. Le message sur les engagements de l'Union européenne et la défense de ces engagements et de ces valeurs dans le monde entier a été relayé par le président du Conseil européen, Charles Michel, lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre, et c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, je m'arrête là pour l'Union européenne. Je vous invite à aller voir le discours de l'Union européenne. Je voudrais simplement mentionner quelque chose qui me rend un peu triste.
c'est que on a beau avoir en France 3 chaînes d'information continue, aucune n'a diffusé en direct le discours d'Ursula von der Leyen, alors qu'il était relayé, traduit simultanément en français, puisque vous le savez, au Parlement européen, l'ensemble des langues de l'Union européenne sont traduites en simultané. On ne rappellera jamais assez d'ailleurs que TF1, en parlant d'un événement qui s'est passé au Parlement européen à Strasbourg, parlait d'informations internationales. À l'étranger. Voilà, c'est ça. Voilà. Bref, voilà, si vous nous entendez, les chaînes françaises, surtout n'hésitez pas à parler un peu plus d'Europe et d'ailleurs, nous parler un peu plus d'Europe. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, en a fait un élément important. Il a demandé aux médias français de parler plus d'Europe. Et donc ça, c'est une très belle chose. Allez, on parle un peu de Belgitude. D'accord. Bah oui, on va parler un peu Belgitude. C'est quelque chose que je ne pensais pas dire. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que depuis qu'on a commencé ce podcast, il y a maintenant plus d'1 an, on n'a toujours pas eu de gouvernement de plein exercice en Belgique? Eh bien, accrochez-vous. Après une série de drama le week-end dernier, on n'y est pas encore. C'est pas tout à fait gagné, on y est mais presque. Pas si vite. On a eu une série de drama le week-end dernier, un drama queen autour des discussions entre les différents partis impliqués. Donc, on vous en avait parlé dans la coalition Vivaldi ou Avanti, en fonction de qui est-ce qu'on parle. Enfin bref, tout ceci est très confusant. Très restons-en à la coalition Vivaldi. Ça a été un peu les 4 saisons en 3 jours, sans mauvais jeu de mots en termes d'état d'esprit. Là, pour l'instant, on va dire qu'on en est à peu près au printemps, mais on est quand même passé par l'automne et par l'hiver, donc le week-end dernier, puisque une crispation des discussions autour d'une certaine personnalité un peu forte d'un certain parti, un petit jeune, comparé par certains, d'ailleurs, cadres du parti au Sarkozy de la Belgique. Et donc, suite à ces petites crispations, les informateurs sont allés voir le roi lundi après-midi, comme c'est la coutume en Belgique, qui a refusé leur démission. On leur a dit, vous avez 48 heures pour remettre tout ça un peu d'aplat. Il faut savoir qu'ils avaient quand même beaucoup discuté avant. Ah, on y était presque. On y était presque déjà. Et donc, mercredi après-midi, feu vert, fumée blanche pour engager... Alors attention, engager les discussions pour la formation d'un gouvernement. Ça veut dire que la note d'intention qui a été rédigée par les différents partis a été validée mercredi. Sur la base de cette note d'intention, depuis mercredi après-midi, les différents partis discutent entre eux pour savoir qui va faire quoi dans le gouvernement. Alors évidemment, il y a la question des partis qui va être Premier ministre. On se dit que ça va être le parti qui a fait le plus de voix, qui en l'occurrence est le PS wallon, qui pourrait avoir le Premier ministre. Mais il faut savoir que les 2 partis qui ont fait le plus de voix aux dernières élections en Flandre ne sont pas représentés dans cette coalition et que donc il faudrait peut-être mettre un flamand à la tête du gouvernement belge pour rééquilibrer un peu les choses. D'autant plus que les 2 derniers premiers ministres étaient francophones. Absolument. Charles Michel et Sophie Wilmès étaient tous les 2 francophones. Ils ont pris la suite d'une non pas si longue tradition en fait de Premier ministre néerlandophone, puisqu'il y a aussi Elio Di Rupo qui était également francophone. Voilà, donc là, on espère cet après-midi, puisqu'ils sont supposés rendre un rapport au roi demain sur la formation de ce gouvernement, qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Voilà, donc on espère que pour notre prochain podcast dans 2 semaines, on pourra vous dire bienvenue au nouveau gouvernement. Champagne! Ah, champagne, en Belgique, c'est plutôt une petite duvel and the vulture au café. Hein. Allez, voilà, c'était la rubrique Belgitude, pleine d'optimisme. C'est beau, je trouve, une rubrique pleine d'optimisme de temps en temps. Bon, ça n'a pas empêché la Belgique quand même de tourner, mais c'est vrai qu'avec un gouvernement en plein exercice, on peut quand même faire plus de choses. Ne serait-ce que pour son image à l'étranger, et puis parce que c'est important quand même sur certains sujets, la santé, l'économie, voilà. Speaking of petites attentions et petites choses optimistes, ouais, c'est ça. On va vous parler aujourd'hui des petites attentions dans notre vie de couple. C'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur aussi tous les 2. Hein. Bah oui, c'est un peu nos petits oignons, quoi. C'est les petites choses qu'on aime bien, qui font plaisir. On se concerte pas souvent parce que le principe c'est que l'un fait une petite attention à l'autre. Alors je dis ça marche pour les couples, ça marche aussi si vous voulez faire une petite attention à votre meilleur ami, à votre parent, à votre sœur, votre frère. Enfin voilà, c'est la question de prendre soin de l'autre en parlant, en écoutant, en discutant, et puis avec un petit geste, un petit truc. Un bouquet de fleurs. Max, depuis qu'on se connaît, a toujours beaucoup aimé les fleurs et beaucoup aimé m'offrir des bouquets de fleurs. Et moi, je dois dire que c'était quelque chose que
Je faisais pas forcément spontanément avant. Mais maintenant, j'ai pris un peu les devants et ça m'arrive assez souvent aussi de le faire. Souvent, il m'offre des fleurs. Ouais, c'est très très chouette. Ouais, ça permet de rappeler à l'autre qu'on tient à elle ou à lui. Ça permet une fois de temps en temps de dire on marque un événement un peu particulier avec je sais pas, on va au resto, un bouquet de fleurs, une petite bêtise, un petit truc qui rappelle juste un petit biscuit de chez Dandois. Ouais. Ou un petit mot sur la table quand un petit mot l'un sur la se table. lève plus tard que l'autre, Voilà. et que tu es déjà parti au travail. La version 21e siècle, ça passe aussi par un petit SMS. Ça peut aussi marcher en fonction de qui vous avez en face. Ça fait moins glamour comme ça, mais l'important, c'est le cœur que vous y mettez. Donc ça fait partie, ça fait vraiment partie de notre façon de fonctionner. L'ADN aussi. de notre couple. C'est ça. Autant on se fricote, on se dispute sur plein de petits trucs à la con, mais ça on vous l'a déjà dit, je sais pas combien de fois dans ce podcast, ça n'a toujours pas changé. Et autant quand même à côté, on sait que ces petites choses-là sont importantes pour équilibrer justement nos relations. Même préparer la petite brosse à dents. Oh, gousi, c'est mignon. Ouais, vous allez tout savoir, vous allez voir. C'est des petites choses, c'est pour se dire que voilà, on a pensé à l'autre. On a pensé à l'autre. Et c'est chouette ça. Oui. Ça peut aussi être le thé le matin, préparer la bouteille de thé. Je suis dans ce studio qui me sert aussi de bureau quand je travaille à la maison. Il faut savoir qu'il faut monter quand même 4 étages d'escalier pour y arriver. Voilà. Et Guillaume m'apporte un petit mug de thé chaud en plein milieu de l'après-midi. C'est super chouette. Bon. Ça fait grand plaisir, surtout que souvent je suis en call, je suis en visio ou avec des collègues. Donc Guillaume arrive à pas de loup. Et puis, une main qui passe devant la caméra. Me donne un petit thé. Parfois il y a même un petit biscuit avec. C'est chouette. Oui. Voilà. Faut dire que comme la nourriture, les bonnes choses à manger et à boire font partie de notre ADN de couple. Du coup, forcément, il y a une partie de nos petites attentions qui passe par là. Et d'ailleurs, en parlant de petits biscuits, on a le deuxième sujet qu'on voulait aborder dans notre vie de couple, c'est que on prend un plaisir, oui, quand même, faut le dire, à aller tous les deux à la salle de sport ensemble depuis quelques semaines. On avait commencé un peu déjà depuis le début de l'année, progressivement, et puis là, ça commence à devenir sérieux. Hein. Alors, je ne vais pas dire que on a un amour pour la salle de sport, on s'aime tous les deux, mais on n'a pas forcément la même relation avec la salle de sport. Oh non. Mais puis, néanmoins, c'est quand même plus sympa de se motiver à deux. Ça se motive plus facilement à deux, ouais. Quand on aime les biscuits, il faut aussi aimer derrière les évacuer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut savoir prendre soin de soi. Voilà. Et puis prendre le soin petit des apéro autres, après le sport, c'est pas mal. Ouais. Vous allez me dire, du coup, vous annulez tous les bénéfices, mais en même temps, on n'annule pas les bénéfices. On fait du sport pour pouvoir prendre l'apéro après, ça n'a rien à voir. Voilà. Puis de toute façon, sinon on aurait pris l'apéro quand même, donc. Ça donc nous arrive pas non plus tous les soirs, mais on vous faux. rassure. Mais une fois par semaine, un petit apéro, c'est quand même sympathique. Et voilà, donc on essaye d'être bien dans nos baskets aussi en partageant ces sessions à la salle de sport. Je vous encourage, en tout cas dans votre couple, dans votre entourage, à penser à ces petites attentions et à faire des choses ensemble et à sortir et à rencontrer du monde. Et puis voilà, c'est important. Alors, pour notre dernier sujet de la vie de couple, on parle découverte culinaire. Et Guillaume, cette semaine, tu nous as fait un plat belgo-belge. Alors, je me suis lancé dans un plat typiquement belge cette semaine, puisque je me suis lancé dans la carbonate flamande. Cette viande, c'est un plat qu'on trouve en Belgique, mais qu'on trouve aussi bien dans le nord de la France. Hein. C'est un plat d'origine, en tout cas, de cette région, la Flandre au sens large du terme, que ce soit la Flandre française ou la Flandre belge. Je ne vais pas dire que c'est le plat idéal pour un régime strict. Non, mais pour l'hiver, c'est bien. Je vais une petite viande en sauce. C'est un plat typique. Alors, il faut savoir que depuis une semaine, on se tape une drache monstrueuse tous les jours. Il pleut. On est en Belgique. Et alors, il pleut aussi, notamment la nuit. Et on a découvert en déménageant dans cette maison le bonheur d'avoir une chambre avec un Velux. Et le bonheur d'avoir un Velux quand il pleut et ce petit bruit de pluie que je ne vous imiterai pas parce que sinon ça va être horrible dans le micro. On a testé. La nuit, on a testé. On vous a coupé au montage. Remerciez-nous. Bref, donc il fait froid, il fait humide. On sent qu'on est de nouveau en Belgique. Hein, je veux dire. C'est le moment de manger une raclette. L'été est fini, l'été indien est fini. Dans la raclette, on va attendre le week-end prochain qu'on soit retourné à la salle de sport.
Oui, bah attends, comme on y va entre 2 et 3 fois par semaine, quand même, il faut le noter. Voilà, on va quand même pouvoir faire une raclette à un moment donné. Absolument, on va pouvoir faire une raclette à un moment donné. Et puis donc, carbonade flamande. Donc c'est un plat d'hiver avec de la viande. C'est pas très végétarien. J'en suis déjà navré pour ceux qui seraient végétariens. Après, promis, on vous fera des recettes végétariennes aussi un peu plus tard. On peut être flexitarien, non, c'est ça. On profite de manger un peu de la bonne viande. Parce qu'en plus, c'était de la très bonne viande. Oui, c'était de la très bonne viande qui vient d'une excellente boucherie. L'important, c'est vraiment la qualité des produits, de la bonne viande, une bonne moutarde. Alors, pas de la moutarde belge, parce que je suis désolé s'il y a des Belges qui nous écoutent. J'espère qu'il y en a, mais j'ai pas vraiment de la moutarde que vous avez ici. Prenez de la Amora, quoi. Prenez même une moutarde locale si vous en avez, mais un truc un peu fort qui ait du goût pour faire ressortir tout ça. Prenez de la moutarde, prenez des bonnes herbes, prenez de la bonne bière, puisqu'il faut au moins 1 litre de bière pour faire une petite carbonade, des oignons, du lard, du pain d'épices, du beurre, du sel de Guérande. Voilà, avec tout ça, on vous mettra la recette aussi sur Twitter, mais avec tout ça, vous avez déjà une bonne idée de comment préparer ce plat. Et alors, le conseil que tout le monde vous donnera, c'est faites mijoter. Faites mijoter. Voilà, c'était la rubrique culinaire. Pour terminer notre podcast du jour, on va passer à quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ce sera un délice, mais ce sera un délice technologique aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Battery Day de Tesla. Vous savez que Tesla est une marque de voitures électriques et d'énergie électrique dont on vous a déjà parlé, qu'on affectionne particulièrement. Et le 22 septembre, il y avait un événement particulier consacré aux batteries. Donc vous le savez, aujourd'hui, Tesla, qui est un des fabricants très en pointe sur les véhicules électriques, achète ses batteries chez un certain nombre de fabricants, et notamment Panasonic, qui produit des batteries avec Tesla dans la Gigafactory de Fremont aux États-Unis. Mais depuis plusieurs années, les équipes de Tesla font aussi de la recherche et technologie sur les batteries de manière à pouvoir améliorer le rendement et puis diminuer le coût de production, puisque dans une voiture électrique, la batterie, en fait, c'est un élément très important du coût de la voiture. Donc, le 22 septembre, il y a eu cet événement qui a un peu déçu la bourse, hein, c'est vrai, parce qu'on ne leur a pas annoncé qu'à partir de demain, on avait des nouvelles technologies de batterie qui seraient implémentées, qui seraient mises dans les voitures. On avait notamment eu beaucoup d'attentes sur le fait que Elon Musk pourrait présenter la batterie qui tiendrait 1 million de miles. Et donc, ce n'était pas le cas, mais c'était plutôt un espèce de point d'étape et un plan détaillé pour justement réduire le coût des batteries et puis améliorer leur production, leur rendement et donc l'autonomie des véhicules, ce qui est un élément important pour pouvoir convaincre les clients de passer à une véhicule électrique. Donc, ce plan, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On parle de réduire quand même le coût de production au kilowattheure. Donc, pour produire 1 kilowattheure, on réduirait de 56% ce coût de production, de 69% le volume d'investissement nécessaire pour produire 1 gigawattheure et une augmentation de 54% de l'autonomie des véhicules. Donc, ces chiffres-là, quand même, ça montre qu'on est sur des évolutions, lorsqu'elles se réaliseront, qui sont quand même significatives. Et du coup, avec tout ça, finalement, Elon Musk a dit, dans 3 ans, on prévoit de produire une voiture électrique à $25 000. Alors vous vous souvenez, hein, il avait fait rêver avec sa voiture à $35 000. On y est presque. Mais néanmoins, dès qu'on rajoute quelques options, tout ça, on est plutôt autour de 40 000. Et donc la voiture à $25 000, en fait, c'est vraiment une évolution majeure parce que le véhicule électrique, tout d'un coup, deviendrait plus abordable qu'un véhicule thermique. Et puis, on notera aussi dans ces annonces qu'ils ont beaucoup travaillé pour réduire les déchets et notamment l'eau nécessaire à la production d'une batterie. Et on sait que en fait, c'est un élément important. Souvent, une des critiques qui est faite aux véhicules électriques, c'est que finalement, il y a beaucoup, c'est très toxique à produire, il y a beaucoup d'eau qui est gâchée, et effectivement, que les matières premières
sont produites dans des mines en Afrique où il y a des enfants qui travaillent. Et donc le nouveau processus de production qui a été présenté par les équipes de Tesla, en fait, répond à un certain nombre de critiques et vraiment permettrait de réduire considérablement le coût écologique et la toxicité de la production de batteries. Donc c'est vrai, c'est beaucoup de promesses, vraiment potentiellement une évolution très significative qui pourrait révolutionner la production de batteries et donc accroître encore la transition vers un monde où les voitures électriques seront en fait le nouveau standard. À voir maintenant si ça se réalise tel que ça a été prononcé et puis dans quel délai. Mais en tout cas, je voulais vous faire ce petit point d'étape parce que j'ai trouvé ça absolument intéressant. Et le dernier point que je n'ai pas encore mentionné, c'est aussi le recyclage, parce que Elon Musk a finalement dit que d'ici quelques années, il y aurait suffisamment de batteries en service pour faire que en fait, les matières premières soient recyclées complètement. Et donc, en fait, les batteries nourrissent les batteries. Et donc, justement, qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher ces matières premières qui sont parfois complexes à récupérer. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle également. Tu pourras peut-être nous parler de la filière du recyclage, d'ailleurs, de tout ça dans un prochain épisode. On peut peut-être en parler un jour. On peut se le noter. Voilà, moi, ça fait écho un peu à Airbus, qui a aussi lancé, il y a quelques jours... annoncé son intention en tout cas de créer d'ici 2035 un avion qui volerait à l'hydrogène. Ce serait le premier avion de ligne avec des passagers qui voleraient avec ce carburant. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. On sera bientôt aussi d'ailleurs sur Facebook. Absolument, c'est en cours. On vous tient au courant dès que la page Facebook est montée. Ce podcast est diffusé évidemment le lundi tous les 15 jours. Donc d'ici notre prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, sortez masqués si on vous le demande. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.